Salut à tous et à toutes, j'espère que vous êtes prêts et bien installés, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait un peu polémique comme chaque année, qui permet aux gens de faire des vues. C'est d'ailleurs totalement pour ça que je fais cette vidéo. Et le sujet c'est le FantaXU 3ème édition. Le FantaXU, c'est quoi? C'est un concours qui est lancé depuis 3 ans maintenant par l'entreprise Coca-Cola qui détient Fanta et qui invite des créateurs et des créatrices sur YouTube à créer une vidéo qui doit forcément comporter à un moment dedans une canette de Fanta. Je voulais parler de ce concours parce que ça fait écho à un truc dont je voulais parler depuis très longtemps mais j'ai jamais trouvé vraiment comment l'aborder, c'est le principe du travail spéculatif. Alors avant même d'expliquer ce qu'est le travail spéculatif et de développer sur la vidéo, moi je suis pas spécialement là non plus pour tirer sur l'ambiance parce que je pense qu'on peut tirer du bon de l'expérience FantaXU. On verra d'ailleurs ça en fin de vidéo. On va d'abord expliquer un petit peu voilà en quoi l'idée pose problème, comment elle peut peut-être être améliorée et quelles sont aussi les solutions qui existent. Le travail spéculatif c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous les métiers mais qu'on retrouve principalement dans les milieux artistiques qui sont concernés par les professions dites freelance en indépendant, donc la vidéo, le graphisme, le design, le développement web, etc. On va prendre l'exemple du graphisme parce que c'est le plus parlant et c'est peut-être celui que vous avez le plus vu passer sur internet. Vous avez par exemple une page Facebook qui vous dit tiens on aimerait changer de logo, et bien ce qu'on propose c'est qu'on va faire un concours de logos. Vous allez nous proposer vos logos, nous on va en choisir un, on va éventuellement le redessiner. Et là on peut se dire que c'est cool parce que ça permet aux gens de participer, éventuellement de se faire un book s'ils n'en ont pas, et on a du mal à voir là où le bas blesse. C'est l'idée de se dire on va faire participer les gens qui aiment notre travail, on va mettre en avant le leur sur notre page Facebook, et puis tout le monde est content parce que l'artiste il gagne un petit peu de pub, ça remplit son book, etc. Le truc c'est que si on transpose ça à un métier qu'on considère plus vrai, parce que clairement les métiers artistiques encore aujourd'hui sont pas considérés comme des vrais métiers par tout le monde, du coup ça pose problème. Alors il y a un site qui n'est plus actif aujourd'hui qui comparait ça avec la profession de maçon. Imaginez juste une personne qui dise voilà je vais proposer à 3 maçons de me construire une maison et le gagnant je vais vivre dans sa maison. Ah, quelle drôle d'idée. Et là d'un seul coup on commence à se rendre compte du problème, on commence à toucher un petit peu du doigt ce qui pose souci dans le travail spéculatif. En fait les gens n'ont pas spécialement conscience qu'on peut se faire notre propre book en fait par nous-mêmes. Alors effectivement il y a des métiers où c'est un peu plus compliqué parce que si je veux faire que de la fiction je vais avoir besoin d'une équipe, donc une équipe que normalement je paye et ainsi de suite, mais ça c'est un autre débat et on n'en parlera pas spécialement dans cette vidéo. Mais si vous êtes un graphiste, rien ne vous empêche de faire vos propres logos, des tests à la con dans votre coin pour du coup remplir votre book. Vous n'avez pas besoin de participer à des concours en fait, ça vous apportera rien à ce niveau-là au niveau personnel. Si ce n'est éventuellement répondre à un cahier des charges, mais quand il y a des concours comme ça, le cahier des charges il est pas très bien rempli. Parce que un logo c'est pas rien en fait, c'est quelque chose qui va représenter la marque. Si là par exemple je vous mets un logo sans mettre le nom de la marque, vous avez très probablement deviné de quelle marque il s'agit. Je vous en mets un autre au hasard. Encore un. Encore un. Bon voilà, vous avez saisi l'idée, c'est une véritable identité qu'on peut garder généralement toute une vie et avec laquelle on va même faire du commerce. Là peut-être il y a des gens qui vont me dire oui mais enfin bon dans ce cas à ce moment-là il y a des assos bénévoles qui marchent pas comme les restos du cœur et ainsi de suite. Ce que je comprends tout à fait. Ce qu'il faut arriver à comprendre en fait c'est qu'il y a une différence entre choisir déjà de faire un don de son temps pour quelque chose qui est une cause caritative par exemple, parce que entre les restos du cœur et une entreprise, parce qu'une page Facebook qui compte des centaines de milliers de fans, qui peut gagner de l'argent grâce à des contenus sponsorisés et ainsi de suite, mine de rien en fait ça ramène de l'argent. On s'en fiche que ça permette aux gens de vivre, là n'est pas le point, c'est juste qu'ils vont gagner de l'argent avec ça. Et en l'occurrence, Fanta va gagner de l'argent avec toutes les créations qui vont être réalisées. Sauf qu'ils vont gagner de l'argent et que ça leur fait de la pub gratuite. Ils n'ont pas un seul centime à débourser pour ces vidéos là, ils vont en avoir à débourser pour l'académie qui lance après et ça on y reviendra, mais en l'occurrence là ils disent juste à des gens allez-y, faites-nous une vidéo avec une canette de Fanta et on vous sélectionnera. Et c'est super insidieux parce que c'est du placement de produits déguisé, les gens ne sont pas payés pour ça, et évidemment je comprends que des créateurs aient envie de se dire mince c'est peut-être une chance où je vais passer une semaine avec des créateurs, je vais être mis en avant. Je pense par exemple à Mastu ou Neoxy qui maintenant font partie de la Redbox qui est le premier vraiment gros studio qu'on a, qui est un studio angevin avec Amixem, Joyka, Vodka et plein d'autres gens, c'est une énorme boîte. Ces deux-là ils étaient dans le FantaXU et c'est vraiment le truc qui a fini de les propulser parce qu'ils ont été un peu propulsés avant avec leurs propres vidéos, leurs propre concept, mais maintenant ils se retrouvent à vraiment pouvoir vivre de leur taf. Quand on voit les studios qu'ils ont, le matos qu'ils ont, c'est quand même quelque chose qui dépasse le simple niveau amateur de moi sur mon canapé qui a été dégueulassé par des taches de café. Je vous promets, c'est du café, c'est rien d'autre, ok. Alors là du coup, des gens font des vidéos gratuitement, de la publicité gratuitement pour Fanta, ça ne les aide pas spécialement à remplir leur book parce que comme je l'ai dit, ils pourraient créer à côté. Moi là en faisant cette propre vidéo,
On peut dire que je remplis mon propre book de vidéastes si jamais je voulais faire de la vidéo, de la facecam en tout cas à côté. Il y a plein de choses que je peux créer tout seul dans le domaine de la vidéo et qui me sont personnelles, qui sont mon propre travail, mais qui me servent de portfolio en fait, si jamais je veux le présenter, ce que j'ai déjà eu fait quand j'ai eu à travailler dans le milieu de la vidéo. Et là du coup vous allez m'attaquer sur un point qui est celui de la visibilité. La visibilité en fait ça implique de pouvoir toucher plus de personnes, c'est en gros le retour qu'on a quand on fait une publicité. Sur internet on a l'impression que c'est vraiment une espèce de saint graal qu'il faut obtenir, il faut faire de la vue sur son travail. Je parle pas uniquement de YouTube, je parle vraiment d'internet en général, il faut faire des vues sur son site, il faut faire des vues etc. Et du coup on aurait un taux de conversion qui serait assez correct. Alors le taux de conversion pour faire très grossier c'est les gens qui vont tomber sur votre travail et qui vont choisir d'y adhérer, donc ça va être un abonnement, ça va être choisir de demander un devis pour pouvoir réaliser une prestation par exemple. C'est des gens vraiment qu'on a accrochés. Effectivement si on suit la logique, plus de gens voient notre travail, plus il y a de chances que les gens adhèrent à notre travail. Et c'est vrai que du coup faire une vidéo pour le Fantaixiu peut amener déjà plus de vues, même si on n'est pas sélectionné, on va peut-être avoir un peu plus d'abonnés à ce moment-là, c'est pas une mauvaise idée de surfer dans l'air du temps, c'est du business en soi. Moi je fais cette vidéo parce que je sais pertinemment que c'est là où elle a le plus de chances d'être vue, et donc que mon message a le plus de chances de passer auprès des gens. Certains appelleront ça de l'opportunisme, en l'occurrence je pense que ça dépend des situations. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et à nouveau voilà, j'ai pas envie de lancer un débat parce qu'en fait on s'en branle, on parle toujours du putain de Fantaixiu. Et imagine, le gars il est pas connu, moi j'ai un ami, et une fois il a été partagé par un mec qui avait 1 million d'abonnés, ça lui a ramené plein de clients. Oui c'est possible, en soi je veux dire, ça peut arriver, statistiquement c'est pas improbable, enfin j'ai aucune idée du pourcentage, mais ça fait sens de se dire que ouais peut-être que t'as quelques personnes qui via ce genre de concours, automatiquement vont peut-être avoir plus de clients, ou en tout cas vont décrocher un job, et je comprends, enfin là-dessus, je vais pas dire que les gens mentent ou quoi. Mais il faut remettre un petit peu en contexte la situation. Déjà le premier truc c'est que c'est pas parce que t'as 2 amis pour qui ça a marché que ça marche pour tout le monde. C'est une énorme différence. C'est aussi du temps qu'on passe, parce que là les vidéos du Fantaixiu, même si la vidéo elle est très courte, même si elle dure 30 secondes et qu'elle est filmée avec un smartphone, elle a demandé du temps, il a fallu que la personne se pose, la filme, éventuellement l'écrive, prépare un petit peu la vidéo, qu'elle la monte derrière et qu'elle la mette en ligne. Alors si la mise en ligne effectivement, une fois qu'on a cliqué et fait la description, le reste se fait tout seul, tout le reste ça demande du temps en fait de travail. Et moi je me pose une question, c'est quand vous travaillez en fait en vrai, pour les gens qui regardent cette vidéo et qui travaillent, est-ce que vous êtes payé? En général en fait oui, parce que tout travail mérite salaire. Et c'est pas non plus une mauvaise chose de demander à être payé pour son travail, en tout cas pour le travail qu'on fournit pour d'autres personnes. Si moi j'étais amené à faire de la vidéo pour une personne ou pour une boîte, je demanderais automatiquement à ce qu'on me rémunère pour ma vidéo. Surtout parce que derrière, l'entreprise, elle se fait de l'argent avec ça, directement ou indirectement. Ce qui là est le cas de Fanta, puisque on entend parler d'eux, il y a beaucoup plus de chances que des gens achètent des produits de la marque Coca-Cola, donc là en l'occurrence notamment Fanta, que des sponsors s'y intéressent, et donc forcément ça fait un petit peu fleurir leur business, mais derrière du coup les personnes qui participent ne touchent absolument rien. Et on n'a qu'un tout petit nombre de gagnants. Et donc pour moi c'est pas normal qu'une entreprise puisse demander ça sans offrir de rémunération. C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien à y gagner. Si t'as fait des vidéos et que t'as perdu. Et t'as perdu du temps, t'as perdu de l'énergie que t'aurais pu consacrer à autre chose qui aurait pu être beaucoup plus bénéfique. Bon là en l'occurrence du coup j'ai parlé de ce travail spéculatif, j'ai parlé de ce qui pour moi pose problème. C'était le gros point numéro 1. Parce que pour moi il y a quand même des choses à sauver là-dedans, et on a aussi des concours qui font de très bons exemples de création vidéo sans non plus profiter des créateurs et des créatrices. Et du coup on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo qui commence maintenant. Quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer, en tout cas les points positifs qu'on a à retirer là-dedans? Alors moi pour répondre à cette question, j'ai contacté d'anciens participants et participantes du Fantaixiu. Malheureusement, certains et certaines n'ont pas répondu, ou d'autres ont refusé de répondre, ce que je comprends tout à fait. Mais j'ai eu une personne qui m'a répondu, donc c'est une personne qui a pu participer à l'expérience Fantaixiu l'année dernière. Je vais mettre du coup les captures d'écran par là pour que vous puissiez lire les réponses en même temps, de manière à ce que on puisse voir un petit peu ce qui allait, ce qui en tout cas lui a plu, et ce qu'on peut retenir de positif de cette aventure. Donc j'ai contacté cette personne sur Instagram, je vous mets déjà là actuellement les 3 questions que je vais poser très rapidement et auxquelles du coup elle m'a répondu, donc elle est vraiment adorable. Donc première question, est-ce que l'aventure Fantaixiu t'a servi personnellement dans le domaine de la vidéo? Donc deuxième question, après l'aventure que cette personne a faite, est-ce qu'elle a constaté des changements, donc comme un nouveau public, plus d'abonnés ou éventuellement des propositions commerciales, donc du coup de pouvoir vivre mieux de sa chaîne? Et aussi, est-ce qu'elle conseillerait l'aventure à d'autres personnes, et du coup pourquoi, oui ou non? Donc là je vais clairement juste vous lire sa réponse en même temps qu'elle s'affiche ici.
Donc le Fanta XU2 m'a rappelé certaines bases techniques que j'avais oubliées avec le temps. J'ai 29 ans et ça fait bien longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école. Je suis de formation graphiste motion design, donc en me lançant sur YouTube, je n'avais aucune notion de montage, ni aucune notion technique pour le son, les exports, les talos, etc. Les masterclass ne m'ont pas toujours été utiles, mais elles ont été toutes intéressantes. Donc là c'est cool de se dire que, voilà, et même cette personne dit, bah il y a vraiment des trucs qui m'ont pas été trop utiles, mais en tout cas c'était intéressant. Et c'est à peu près ce qu'on a à l'école, hein. Des fois il y a des matières qui ne nous servent pas, mais en tout cas ça nous intéresse, donc bon bah voilà. Donc techniquement ça m'a remis le pied à l'étrier, mais surtout ça m'a réconcilié avec des notions techniques qui me semblaient insurmontables. Ma némésis étant le cadrage, la masterclass de Ludoc m'a vraiment réconcilié avec les caméras et j'ai surmonté ma peur de filmer grâce à ses conseils. Claude me conseille de voir une de ses vidéos, comme la personne est anonyme, du coup je floute le nom à un moment, soyez pas bêtes. Donc deuxième question, par rapport à du coup ce qui s'est passé après l'aventure. Donc après l'aventure, mon public n'a pas cessé de croître, même en ne postant que peu ou plus de vidéos. Faute de pouvoir proposer un contenu régulier, je suis ultra présente sur les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde, je discute avec des abonnés et d'autres vidéastes, je prends le temps. Et je ne regrette pas car du coup j'ai une communauté ultra soudée et bienveillante, je pouvais pas rêver mieux. Je sais que je développe ma chaîne avec le cul, mais je n'ai pas envie d'être stratégique ni de faire du chiffre. Je suis sûrement trop optimiste ou trop conne. C'est son propre point de vue, hein, c'est la personne qui le dit. Mais je veux juste rassembler des gens dans un cadre sans agressivité ni méchanceté, bref, désolé, je m'égare. Donc mon public est resté le même relativement jeune, Fanta XU2 m'a donné une visibilité, j'en avais besoin à ne pas vouloir développer ma chaîne comme tout le monde, qui m'a permis de rencontrer des personnes qui me semblaient inaccessibles et qui m'ont aidé et soutenu. J'ai pu faire des collabs complètement folles, McFly Carlito, Natou, Queen Camille, et surtout rencontrer des personnes fabuleuses tant dans les candidats que dans les intervenants. Donc là on voit que c'est intéressant parce qu'elle parle de visibilité, ce dont je parlais avant, en disant bah en fait la visibilité ça vous ramène pas clients, etc. Mais là du coup pour le coup, bah pour cette personne c'est intéressant parce que elle ne cherche pas en fait actuellement, en tout cas elle donne pas l'impression de chercher à tout prix à vivre, à être super connue, à avoir le million d'abonnés, non. Elle a juste envie d'avoir une meilleure communauté et ça se comprend, ça donne envie quand on se dit bah plus de gens ont envie de voir mon travail. Donc en l'occurrence, bah il y a des personnes pour lesquelles ça n'est pas gênant du tout. Et il y a des concours qui offrent aussi une très bonne visibilité sans se faire de la thune sur votre dos. J'en parlerai en fin de vidéo, il y en a un que j'aime beaucoup et qui du coup pour moi est un bon exemple de ce que Fanta pourrait amener dans le Fanta XU, de manière à corriger un petit peu le tir. En tout cas c'est cool de voir que voilà vraiment la personne a aimé et moi en l'occurrence je pense que j'aurais été très intéressé aussi de participer aux masterclass, etc. Voilà. Donc troisième question, est-ce qu'elle conseille l'aventure? Conseillerait cette aventure à tous les jeunes qui se lancent sur YouTube et qui ne savent pas dans quelle direction aller. Outre l'enrobage commercial autour de l'opération, c'est un coup de pouce inespéré pour mieux comprendre les règles du jeu, créer du meilleur contenu, nourrir sa culture vidéoludique et son esprit critique. Le fait d'être avec d'autres vidéastes de tout âge, de tous horizons, ça ouvre forcément ta réflexion. Et c'est une expérience vraiment unique, genre vraiment. Donc là pareil, vous voyez, elle parle de jeunes en fait qui se lancent. Effectivement elle parle pas de professionnels. C'est vrai que le souci c'est que le concours en soi ne s'adresse pas à des professionnels de la vidéo, des gens qui font de la pub. Il y en a déjà beaucoup à côté, donc c'est pas trop un souci. Le problème c'est juste qu'en fait faire ce genre de concours donne l'impression que en fait il n'y a aucun mal là-dedans et ça met quand même un peu à mal la profession de vidéaste. À nouveau je suis quand même un peu d'accord avec cette personne, je peux que partager son avis là-dessus. Parce que ouais, c'est un concours vraiment ouvert à des jeunes, donc à des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité d'être professionnels encore actuellement. Pourquoi pas? Je suis pas totalement catégorique là-dessus, pourquoi pas essayer, mais il faudrait peut-être du coup restreindre le public, dire jusqu'à 18 ans, tu peux le faire. Ça poserait d'autres problèmes légaux. En tout cas, ça veut dire qu'avant 18 ans, comme c'est difficile de travailler, c'est possible, mais difficile, tu vas rarement te faire facturer par un mec qui fait de la vidéo à 16 ans et qui a décidé de se lancer dans la com, dans la pub ou dans le montage. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport au public visé. Et en même temps, c'est le public de Coca-Cola, Fanta quoi. Ils sont jeunes, on voit les vidéastes qu'ils prennent, c'est des vidéastes qui plaisent aux jeunes qui ont jusqu'à 20, 25 à tout péter. Donc je dis pas tout ça pour faire de la lèche à Fanta ou Webedia, je m'en fous comme de l'an 40, mais pour moi cette expérience a été un truc totalement sorti de l'espace. Il y a eu des hauts et des bas, des moments moins drôles, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses à 29 ans, que je vais peut-être me réorienter professionnellement, ça m'a beaucoup nourri, je ne peux pas être plus sincère que ça. Voilà. Et puis après on a continué à discuter, c'est des choses plus perso, donc qui n'ont plus rien à voir avec la vidéo. Donc même si c'est pas l'avis de tous les candidats, du coup, il y a des choses qu'on peut garder. Fanta, mine de rien, propose des masterclass avec des personnes dont c'est le métier. C'est-à-dire qu'il offre des cours qui normalement coûtent une blinde monstre à des personnes qui n'ont peut-être pas forcément justement les moyens de s'en offrir et chez lesquelles ils auraient détecté un talent, en tout cas une possibilité de pouvoir faire bien de la vidéo. Et donc ça vaut le coup de transmettre ces infos à ces personnes-là.
Parce qu'elles n'ont pas tous les moyens. Clairement, si vous voyez le prix des écoles de cinéma, vous en avez des fois pour 6000 balles l'année. Qui peut se permettre de financer une école de cinéma à 6000 € l'année en sachant qu'en sortant de là, il y a des chances qu'il n'y ait pas forcément de travail là-dedans en fait. Parce que le diplôme, en tout cas dans le milieu de la vidéo, c'est clairement un truc dont tout le monde se branle. Voilà, on s'en fout de savoir si t'as un diplôme, on veut savoir si tu taffes bien. Du coup, qu'est-ce que Fanta pourrait améliorer? Moi je pense que déjà la première chose à faire, c'est qu'on peut garder l'idée des vidéos à proposer, mais qu'on n'impose pas le fait d'avoir un produit Coca-Cola à l'intérieur de la vidéo. C'est con, mais le visuel ça joue énormément. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'infos sur la façon dont peuvent communiquer les marques, je vous mets la chaîne de Un Créatif qui a fait une très bonne vidéo par rapport au Fanta XU et qui fait plein d'autres vidéos parce que le mec parle de com, de publicité, donc c'est vachement cool. Voilà, allez-y, checkez la chaîne. Je pense qu'il pourrait imposer éventuellement des codes couleurs comme on a dans les 48 heures Film Project, avec l'obligation par exemple d'un vêtement orange ou d'entendre le bruit des bulles. Ça peut être des choses qui nous rappelleraient de la boisson gazeuse mais pas spécifiquement Fanta. Et ça ferait toujours de la bonne vidéo et Fanta pourrait continuer à promouvoir ça parce que mine de rien, ils mettent de la thune là-dedans. Au final, ils payent des gens, il y a des intervenants, ils ont une villa qui loue, c'est-à-dire qu'il y a un vrai show de télé-réalité sur internet qui est créé pour ces personnes-là. C'est quand même qu'il y a du bon à en tirer. Et du coup là moi je pense à un concours qui pour moi ne met pas du tout à mal la profession au niveau de la vidéo, pour lequel il faut créer du contenu, mais pour lequel aussi la marque ne va pas générer directement ou indirectement d'argent avec. C'est le Nikon Film Festival. Donc c'est un festival auquel j'ai déjà participé il y a 2 ou 3 ans, qui est organisé par la marque Nikon. Et le but c'est de créer une vidéo, donc de la fiction, avec une thématique qui est dévoilée quelques mois avant, et il y a une durée je crois de 1 minute 20 à peu près générique compris, pour faire la vidéo. Il n'y a pas l'obligation de citer Nikon, juste de poster la vidéo sur leur site pour qu'ils puissent facilement en comptabiliser les votes, voir les partages, avoir le nombre de vues. Ce qui est tout à fait logique parce que c'est mieux qu'ils aient la main mise là-dessus, qu'ils puissent gérer ça correctement, être sûr qu'il n'y ait pas de tricherie. Et la seule chose qu'ils peuvent faire avec vos vidéos, c'est que quand vous faites partie des gagnants ou des gagnantes, il est possible qu'ils prennent des extraits de votre vidéo pour le teaser de l'année prochaine. Le site en lui-même ne leur génère pas d'argent. Ils ont des sponsors, Nikon fournissent eux-mêmes des lots à gagner, comme des appareils photo, où il y a même aussi des dotations financières. Il y a de la production de courts-métrages, je crois, avec Canal et Dailymotion. Et ils ont énormément de sponsors et de partenaires qui leur permettent de financer ça. Le site en lui-même, du coup, ne leur ramène pas du tout d'argent. Mais du coup, à aucun moment, le nom de Nikon n'est cité. On les emmène juste sur leur site. Et ils font pas d'exploitation commerciale parce que même s'ils peuvent utiliser un bout de notre vidéo dans le teaser, à nouveau, le teaser va pas leur rapporter d'argent, à part peut-être un peu de monétisation sur YouTube. Honnêtement, vu la thune que ça ramène, je pense que je vais pas leur en vouloir si un jour je gagne et qu'ils l'utilisent dans un teaser qui va leur rapporter 100 balles. Pour moi, il serait super important que Fanta comprenne ça et que les gens qui y participent comprennent ça. Demandez-vous ce que vous voulez faire, demandez-vous s'il n'y a pas d'autres concours qui vous intéressent, demandez-vous si le contenu va vous plaire, qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Il y a plein d'autres concours aussi faits avec des vidéastes talentueux et talentueuses qui existent, qui sont en France. Je pense aussi par exemple au concours des pouces d'or qui est fait par les internets chaque année, où vous devez simplement créer une vidéo en rapport avec votre chaîne et vous la proposez à l'association Les Internets. Et les gagnantes, du coup elles vont être évaluées par un jury, elles peuvent avoir des parrains et des marraines. Il y avait une année Cyprien et Sophie Rich, c'est quand même des personnes qui sont influentes dans la sphère YouTube, elles ont des abonnés, elles font des vues, elles ont des contacts, donc je sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire pour une petite personne qui fait des vidéos tranquilles sur YouTube, d'être parrainée par quelqu'un du coup qui est à côté, a ses vues, qui a cette expérience, qui connaît la culture YouTube. YouTube c'est un vrai monde dans lequel on rentre, où on va y rencontrer des personnes, où éventuellement on fait des collabs, où il y a des histoires qui se passent. C'est un énorme milieu professionnel. Moi je le vois vraiment comme un énorme et gigantesque espace de coworking où il y aurait des tonnes et des millions de gens sur tellement de mètres carrés que personne ne peut se croiser forcément toujours dans la même vie, et que t'en as 2-3 qui arrivent à s'élever un peu au-dessus de la masse, même si le terme est un peu dégueulasse. Et c'est un concours dans lesquels elles vont juste mettre en avant vos vidéos et vous donner de la thune si vous gagnez. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est super cool. Ça leur permet de faire connaître leur association, ça leur permet d'aider des créatrices. Ça de toute façon, Jihad de l'association en parle dans le numéro 2 du Chill Talk qui sera peut-être sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo ou qui sort la semaine prochaine. Je ne sais pas trop, ça dépend du planning. Bref, voilà mon avis plutôt mitigé là-dessus. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner, mettre la cloche et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi me soutenir sur ma page Utip, le lien est encore en description. On est sur une description de 3 km de long, je n'en peux plus. Tu peux y regarder une petite pub de 30 secondes qui va me ramener 5 centimes ou utiliser les autres options qui vont me ramener de l'argent sans que tu n'aies à dépenser 1 euro. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est là où je poste le plus et je suis le plus actif. Sur ce, la vidéo est finie. N'oubliez pas de créer. Ciao!